Je m'appelle Daniel, je suis un des cofondateurs de Work.io et je vais vous parler aujourd'hui de comment décupler sa productivité. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aime bien faire ça en général quand je prends un sujet qui est nouveau pour moi, pour vous. C'est en donner une définition, essayer de voir ensuite est-ce que c'est mesurable, comment le mesurer et ensuite comment optimiser et gagner là-dessus. Est-ce qu'il y en a un ou une parmi vous qui pourrait proposer une définition de la productivité ? J'imagine si vous êtes là, c'est que vous êtes plutôt intéressé par le sujet. Non ? Ouais, ok, c'est pas mal. Un volume. Il y a autre chose ? L'efficacité, ok, c'est bien. Ouais, ça marche, c'est des bonnes définitions. Alors, du coup, c'est un peu old school, hein, je scrolle comme ça. Du coup, je vous ai mis la définition du Larousse. Bon, elle est un peu imbitable. Du coup, je vous en propose une qui la traduit en termes peut-être un peu plus simples. C'est finalement comment est-ce qu'on va réussir à allouer au mieux ses ressources pour maximiser les volumes produits, le coût de la production et la qualité des rendus. Parce que derrière la notion de productivité, il y a effectivement les volumes, vous l'avez justement rappelé, mais il y a aussi finalement combien ça m'a coûté. C'est quoi être productif ? C'est réussir à allouer au mieux ses ressources pour produire au mieux. Et produire au mieux, c'est pas seulement produire plus, c'est produire plus pour un prix qui soit tout à fait raisonnable par rapport à la qualité des rendus qu'on va avoir. Alors finalement, une fois qu'on a posé cette définition-là, de se dire comment j'alloue au mieux mes ressources pour produire plus, moins cher et avec une qualité optimale, on se dit comment est-ce qu'on applique ça et c'est quoi le sens de la productivité ? Alors évidemment, si on se remet dans un contexte un peu industriel, des années 20 jusqu'aux années 90, c'est relativement simple en fait. On est sur des unités de production relativement standard et on va réussir à calculer combien j'arrive à sortir de voiture, combien ça m'a coûté par ouvrier et quelle est la qualité combien de pièces je vais devoir jeter à la fin de la journée. Donc c'est hyper simple. On a, je pense, tous été biberonnés à ça à l'école, le Lean, le Taylorisme, le Fordisme, jusqu'à Toyota. Et finalement, ça se pratique assez bien avec des certifications, hein, les Accenture qui nous envoient des Green Belt, des Black Belt, etc. sur la production et sur la productivité. Mais finalement, je trouve qu'on a assez de mal aujourd'hui à appliquer, ou en tout cas à apposer cette vision-là qu'on avait jusque dans les années 90 de c'est quoi la productivité sur les jobs actuels, sur les jobs derrière un ordinateur, sur les opérations digitales. Et lorsqu'on essaye d'appliquer ces méthodes un peu anciennes à des collaborateurs d'aujourd'hui, finalement le collaborateur il trouve qu'il y a une perte de sens. On va lui demander des métriques sur tout et n'importe quoi. Il y a aussi un sentiment d'infantilisation. On va se dire, on check mon job alors que je suis censé être générateur de valeur. On va aller mesurer finalement à la minute près ce que je suis en train de faire. Managérialement, c'est compliqué. On rentre sur des thématiques autour du bonheur au travail, le sentiment d'accomplissement qu'on va avoir à la fin de sa journée lorsqu'on est un collaborateur. Et pour le manager, c'est aussi très compliqué. Un collaborateur aujourd'hui, on va prendre un développeur, un data scientist, enfin, quelque part, peu importe, dans toutes ces professions-là, c'est des gens qui font 1000 choses différentes dans la journée. C'est difficile managérialement de découper sa journée en tâches, de mesurer les unités de production, de se dire qu'est-ce qui a été fait, comment l'optimiser, etc. Finalement, on se retrouve avec une forme d'inefficacité, puisqu'il y a 10 personnes qui vont faire un bout de job chacun de leur côté. On essaye de leur donner de l'autonomie, mais on a du mal à mesurer. On a du mal à donner les meilleurs outils aux collaborateurs pour qu'ils puissent travailler mieux, plus vite, produire mieux. Et ça implique aussi, parfois, pour certains types de collaborateurs, un turnover important. Donc finalement, ce qu'on décrit là, c'est que la productivité au sein des organisations, et en particulier au sein des grandes organisations, ça marche mal. Ça marche mal, c'est une thématique qu'on décide de peu ou de pas aborder, qui revient un peu à la mode. Nous, ce qu'on observe chez nos clients, c'est que ça rentre un peu dans les plans stratégiques 2019-2020, et que la productivité revient un thème un peu à la mode. Mais ça devient à la mode, mais ça reste hyper complexe. Cette complexité-là, évidemment, si c'était un problème facile à résoudre, on aurait trouvé des tactiques pour se dire comment optimiser sa production. Mais pourquoi c'est un problème complexe dans le monde d'aujourd'hui, avec les jobs qu'on connaît, d'être productif ? Parce que c'est un problème
qui impactent déjà des populations qui sont différentes. On parlait tout à l'heure des collaborateurs. Alors nous, on segmente un peu un peu schématiquement en deux grandes populations. La population des collaborateurs qui vont créer de la valeur, ceux qui sont générateurs de valeur, les jobs à très haute valeur ajoutée. On parlait de développeurs, de data scientists, les gens en marketing, etc. Et on a les collaborateurs producteurs. On va plus être sur des fonctions support. C'est les collaborateurs chargés de la production. Donc déjà, lorsqu'on est dans une organisation sur laquelle on a ces deux typologies de jobs, on ne peut pas espérer gérer facilement la productivité, mesurer facilement et donner les meilleurs outils aux collaborateurs, sachant qu'on a des populations qui sont hyper hétérogènes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour être plus productif, finalement, les solutions aussi, elles sont hyper variées. Être productif, alors comment est-ce qu'on est productif? Comment est-ce que j'arrive à maximiser l'allocation de mes ressources pour optimiser le volume, le coût et la qualité? Eh ben, un des grands classiques, c'est l'externalisation. Je vais externaliser tout un bout de mon process parce que ça va me coûter moins cher, parce que je vais avoir une qualité tout à fait standardisée et que mes ressources internes vont générer plus de valeur à faire d'autres choses. Sauf qu'il n'y a pas que l'externalisation. Et l'externalisation, c'est relativement complexe à mettre en place. Il faut être sur des process hyper verticalisés, sur lesquels on va faire des specs pendant des mois, on va passer sur un appel d'offres. Donc ce n'est pas hyper agile et on ne peut pas tout externaliser. Premier point. Le deuxième, sur l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, on a des gains importants de productivité en se disant qu'on va automatiser des pans entiers de production grâce à l'intelligence artificielle. Là aussi, ça marche plutôt très bien, sauf que on est sur des cas hyper précis. Ça ne s'applique pas à tous les collaborateurs. En fait, on va prendre un process, on va essayer de faire apprendre des modèles, on va passer en interne ou en externe des mois à le faire apprendre. Mais in fine, il ne saura faire notre modèle d'intelligence artificielle qu'une typologie de tâches. Et enfin, le dernier, c'est les utilitaires, les outils, des petits outils qu'on va donner pour la productivité des collaborateurs. Et là aussi, on observe une profusion d'outils sur le marché qui pourraient permettre aux collaborateurs d'être plus efficaces, d'être plus productifs. Mais finalement, il y en a tellement que c'est difficile de faire un choix et c'est difficile pour les organisations de les sourcer et de les mettre à disposition des collaborateurs. Alors, est-ce que c'est une mission impossible, oui ou non? Évidemment non. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on propose une grille d'analyse sur laquelle on va se dire comment est-ce que je vais évaluer mon efficacité en termes de productivité. Et finalement, on sort quand même vachement de la définition qu'on se donnait, qui avait donné lieu sur les chaînes de production, on l'a vu sur le taylorisme, etc., sur des volumes produits ou sur de la qualité des rendus. Là, on est vraiment sur des échelles et sur des axes qui sont hyper différents. D'abord, numéro 1, ça va être la volonté managériale. Quel est l'intérêt des managers? Est-ce qu'ils vont pousser ou non à ce que les collaborateurs aient les meilleurs outils et les meilleures pratiques pour pouvoir externaliser, pour pouvoir automatiser et pour pouvoir mieux produire? Le deuxième, c'est effectivement sur les outils, les process. Est-ce que chaque collaborateur, on va le laisser un peu dans son coin ou pas? Ou est-ce qu'on va agréger un peu tous les besoins pour trouver les meilleures solutions? Ensuite, évidemment, people. Est-ce que les collaborateurs au sein des organisations, mais ça peut être même une start-up, est-ce que les gens sont appétents au changement ou pas? Comment est-ce que je vais accompagner ce changement? Et c'est toujours des transformations hyper profondes. Ce qu'on voit, c'est que finalement, la révolution du digital, la révolution du numérique, tout ce qu'on voit arriver depuis 20 ans, on a été hyper concentré sur le client. Comment lui apporter une super expérience, comment lui développer des nouveaux produits, comment optimiser tout ça. Et finalement, on est en train de voir que cette vague, elle arrive maintenant en interne, dans les organisations, et il y a parfois un peu de réticence au changement. Les gens n'ont pas forcément envie de changer de process, et donc tout ça s'accompagne. Et il faut se dire aussi, quand on arrive dans une organisation, quand vous allez faire ce petit exercice-là pour chez vous, est-ce que mes collaborateurs, est-ce qu'ils sont capables de se dire, voilà, je suis capable de me remettre en cause, est-ce que je suis capable, ou j'ai besoin d'un accompagnement externe pour pouvoir changer et utiliser un peu ces meilleures pratiques. Évidemment, ça c'est tout à fait corrélé à l'organisation, le type d'organisation. Est-ce qu'on est dans une organisation pyramidale ou pas? Est-ce qu'on est dans une organisation hyper horizontale dans laquelle l'information passe et on va pouvoir s'échanger les meilleures pratiques en termes de productivité? Et enfin, le focus, c'est de se dire, est-ce que je suis capable ou non d'externaliser? Alors donc on a développé ce petit outil, c'est gratuit, on le met à disposition de tout le monde pour se dire, voilà, est-ce que je suis capable aujourd'hui, d'abord est-ce que je suis mûr, c'est un peu ça l'idée, c'est de dire est-ce que je suis mûr
pour changer. Où j'en suis? Commencer par faire un audit, parce qu'on se donne une définition, c'est quoi la productivité, mais finalement, savoir où j'en suis, c'est le premier pas pour se dire comment m'améliorer. Et donc voilà, donc on a mis ce petit outil en ligne, c'est un petit test, ça prend 10 minutes, c'est gratuit, vous pouvez le faire, c'est sur wirk.io/audit, et vous pouvez du coup avoir cette synthèse-là, vous recevrez ces 2 slides. Donc voilà un peu sur la productivité, sur le fait qu'il y a un peu d'espoir pour se dire qu'on peut changer et on peut aller vers ce qu'on appelle, nous, un collaborateur augmenté. C'est ce à quoi on croit aujourd'hui. C'est que finalement, la mesure constante, les KPI, etc., évidemment, il en faut, mais on est sur des collaborateurs qui sont de plus en plus autonomes, qui ont dans leur périmètre et dans leurs mains des jobs qui sont hyper variés, et on peut plus se cantonner de mesurer un nombre de tâches ou un nombre de réalisations qui sont faites par jour. Et du coup, on vient un peu, nous, avec ce concept de collaborateur augmenté. Donc, je vais vous raconter un peu ce qu'on fait chez Wirk. Donc, nous, on est un outil d'automatisation qui va permettre aux collaborateurs de se délester de toutes ces tâches un peu basiques, à faible valeur ajoutée, et toutes ces tâches en fait, de back-office. Donc, Wirk, c'est un store de 400 apps qui est dédié à l'automatisation de ces tâches-là. Là, on essaye d'innover et on essaye de répondre à la problématique dont on parle depuis quelques minutes. C'est qu'à l'intérieur de ce store, on va être assez agnostique sur le besoin du client. On ne va pas se dire on est dans tel type d'industrie, il faut externaliser tel type de tâches. Ce qu'on va dire, c'est qu'on a mis en place 400 apps pour tout le monde qui sont dédiées à l'automatisation. Derrière cette notion d'automatisation, évidemment, on va parler d'intelligence artificielle. On a une centaine d'apps d'intelligence artificielle sur lesquelles, par exemple, vous allez glisser des documents manuscrits et on va vous envoyer une retranscription. Vous allez envoyer des images, on va vous les classifier automatiquement. Ça, c'est une part. Mais on a aussi de l'externalisation plus traditionnelle où, en 2 clics, je vais être capable de solliciter des gens dans toute la France qui vont m'aider, des gens qui arrondissent leur fin de mois via la plateforme, qui vont m'aider à traiter les tâches que je n'ai pas envie de faire chez moi. Et ça, c'est quand même relativement une innovation. Je ne suis plus obligé de passer par un desk d'outsourcing à l'île Maurice, à Madagascar ou ailleurs, de faire des specs pendant 2 mois, de demander à mes boss est-ce que ça vaut le coup. Et parfois, j'ai des jobs comme ça que j'ai envie d'externaliser, que j'ai envie de donner à quelqu'un d'autre. Et là, l'innovation, c'est qu'on est capable, en 2 clics, de décrire son besoin, de glisser ses données, et voilà, c'est fait. Le fait que ce soit dans un store, qui soit déjà au sein de l'entreprise, je n'ai pas besoin de recontractualiser, je n'ai pas besoin de demander un budget additionnel, etc., etc. Et le dernier, c'est qu'on met en place des outils, des petits utilitaires aussi à l'intérieur de ce store. Et donc, on a comme ça une galaxie de 400 apps. Et à chaque fois que j'ai un petit job sur lequel j'arrive, je dois classer des choses, je dois numériser, je dois catégoriser, je dois modérer des commentaires, je dois trouver des adresses e-mail, trouver des profils LinkedIn, trouver des numéros de SIRET, trouver des emails de collaborateurs au sein d'un groupe, identifier des gens. Et je vais chercher sur le store une app qui fait ça. Et je vais la trouver. Et du coup, en 3 clics, je vais être capable de déléguer un bout de mon job que je considère ne pas être suffisamment à valeur ajoutée pour le faire moi. Et donc, je vais avoir cette réserve de gens mobilisables à la demande, d'algorithmes qui sont sourcés un peu partout dans les meilleures startups, chez Google, chez Microsoft, mais dans plein de startups françaises aussi, sur plein de cas d'usage. Et je vais être capable comme ça de gagner un peu dans mon quotidien. Du coup, ça se présente un peu comme ça. C'est comme un App Store. Hein. C'est un store sur lequel je vais avoir 400 apps qui sont triées par métier ou par catégorie ou par type de traitement à effectuer. Elles sont prêtes à l'emploi et évidemment adaptables aux besoins de chacun. Du coup, on voulait faire un petit focus aujourd'hui. Donc, je vous ai un peu raconté ce qu'on faisait sur la productivité, mais il nous semblait intéressant aujourd'hui de faire un petit focus sur l'IA. On est au meilleur dev de France. J'imagine qu'il y a aussi des data scientists ou des gens qui font apprendre des algos, qui font du machine learning, du deep learning, etc. Et donc, vous montrer aussi à quoi ça peut servir concrètement et comment est-ce qu'on peut réussir à trouver une efficacité et une vraie productivité pour ces métiers-là. Wirk, ça a démarré sur une histoire aussi bête que ça. Hein. C'est qu'on voyait des gens payer des fortunes, des data scientists, des ressources hyper rares qu'on cherche tous à recruter. On fait des salons, des data jobs, des meilleurs devs de France pour essayer de les recruter. Et finalement, une fois qu'ils sont en poste, on s'aperçoit qu'ils passent pratiquement 20% de leur temps
à faire un job qui ne devrait pas être le leur. Quand je suis un data scientist, je veux créer un modèle de fraude, je veux créer un modèle de catégorisation automatique. Et ben, finalement, on voyait qu'il y avait des équipes entières qui allaient annoter des images ou qui allaient tracer des polygones. On a l'exemple chez Safran où c'était l'équipe R&D qui faisait apprendre sur des vidéos pour la voiture autonome. Donc on a fait le rendez-vous, ils nous ont montré ce qu'ils faisaient. Il y avait une équipe de 10 personnes chez Safran qui faisait des petites tours comme ça de voitures, et des petites tours d'arbres, et des petites tours d'herbe. Et on disait, mais vous faites ça combien de jours? Et il disait, pratiquement 2 jours par semaine, on fait ça. Là, si on disait par rapport à l'efficacité, par rapport à la productivité, on n'y était pas du tout. Et c'est un peu comme ça que c'est Neuwirk. On s'est dit, bon, là, il y a ce besoin chez les data scientists pour tracer une route ou pour détourer une voiture. Il y en a d'autres pour qui c'est créer des bounding box pour dire, voilà, là, dans cette image, voilà les visages sur cette photo, je vais te les détourer. Et ensuite, on va donner ça à la machine pour qu'elle apprenne et qu'elle soit capable de détecter toute seule. Mais finalement, c'est vraiment la réponse qu'on essaie d'apporter, c'est à cette inefficacité entre un job qui est censé être ultra générateur de valeur, qu'on va payer, on va se battre pour l'avoir, et finalement, une fois qu'il rentre en poste, ne pas lui donner les outils nécessaires, ne pas l'armer, pour qu'il puisse décupler sa productivité, en tout cas se concentrer sur ce pourquoi il a été recruté et ce sur quoi il est censé être générateur de valeur. Donc sur l'IA, donc je disais, on est capable à la fois de faire du détourage, de la classification et aussi de la transcription. Et donc c'est un peu ça le pitch, c'est le collaborateur augmenté. C'est qu'on se dit, voilà, on va mettre en place, on va donner l'arme à tous les collaborateurs dans une entreprise, on va leur donner la possibilité d'être autonomes, on va arrêter de les infantiliser, on va leur dire, si c'est hors de ton champ de compétences, tu peux l'externaliser. Si tu penses que tu aurais mieux à faire de ton temps que d'annoter des images, trouve une app d'annotation, tu glisses tes images et dans l'heure, tu as fait 2-3 semaines de travail, tu les as économisées et il n'y a pas besoin de contractualiser avec plein de fournisseurs. Tu as tout qui est centralisé, tu as tes accès et on va faire un collaborateur augmenté qui va lui donner à la fois de l'autonomie et améliorer sa productivité. Donc, pour vous donner quelques autres exemples de ce qu'on fait chez nous, donc évidemment, ce que je vous disais, pour la data science, on va faire pas mal d'annotations, pas mal de catégorisation, mais donc c'est quand même un peu plus large. On va faire aussi de l'extraction d'informations depuis des documents. On a des documents, donc je vous raconte un projet un peu qu'on a eu en banque récemment, peut-être ça pourrait vous donner des idées. Il y a une réglementation bancaire qui est passée il y a quelques mois, au sujet donc c'est de la conformité, donc c'est pas très glamour. De toute façon, on est sur un sujet de productivité, donc c'est pas forcément hyper glam, mais ils doivent connaître à partir de fin 2017, ils ont eu à connaître l'identité des actionnaires finaux de toutes les entreprises clientes. Donc par exemple BNP, si je sais pas. Le restaurant du coin, il a un terminal de paiement BNP, et BNP doit connaître qui sont les actionnaires de ce restaurateur. Et ça, pour eux, c'était un problème hyper complexe, parce qu'ils ont d'abord essayé de les appeler, de leur envoyer des courriers, etc. Bon, bref, histoire impossible. Et finalement, ils se sont dit, on va ouvrir les statuts de tous nos clients entreprises. On parle de centaines de milliers de clients. On va ouvrir les statuts, et on va lire qui sont les actionnaires. Donc, ils ont démarré ça, et finalement, les collaborateurs, ils ont grogné. Ils ont dit, c'est pas notre job. Ils ont eu un turnover de fou. Ils ont eu des gens qui ont démissionné, en fait. Puisque lorsque je suis payé pour être, par exemple, conseiller clientèle et que pendant 2 semaines, je vais devoir ouvrir des statuts, lire, extraire les actionnaires, faire des multiplications, si jamais il y a des sociétés mères, aller acheter des statuts, etc., c'était l'enfer. Et donc, voilà. Donc, pour eux, par exemple, on a mis en place une API qui, dès qu'il y avait un nouveau compte qui entrait, on allait lire le statut pour le compte des conseillers, aller extraire qui sont les actionnaires et le renvoyer directement dans leur base de données. Donc voilà des exemples de gains de productivité qu'on peut avoir. Donc comme je disais, comment est-ce qu'on gagne en productivité? 1, on essaye de faire l'audit, de se dire dans quelle organisation je suis, où est-ce que je dois travailler. 2, comment est-ce que je peux mettre en place les meilleurs process pour donner de l'autonomie à mes collaborateurs et leur donner les meilleures armes pour devenir plus productifs. Je termine un peu sur il me reste 2 minutes. On avait sur notre stand, je vous invite à venir, on avait un petit challenge, c'était combien de temps ça prend. Donc on faisait gagner 1 an de travail sur la plateforme
Donc pendant un an, tout ce que vous n'avez pas envie de faire, toutes vos tâches de back-office, vous nous les envoyez et on les fait pour vous. Et donc il fallait estimer le temps que ça prenait de catégoriser 40 000 images, de tracer 20 000 bounding box et d'identifier 5 000 profils sur LinkedIn. Donc c'était assez rigolo à voir en fait. On avait un peu plusieurs typologies de gens, des gens qui disaient mais est-ce que je le fais en automatique? Mais oui, mais il faut créer la base d'apprentissage. Mais enfin, bref, on marchait un peu sur la tête. Mais bon, donc c'était le jeu, c'était de deviner en temps humain combien de temps ça prenait sur la plateforme. Et donc voilà. Donc je vous donne la bonne réponse. Hein, c'était 3 minutes. Donc tout ça, ça représente pour un humain à peu près une année de travail. Et c'était fait sur la plateforme en 3 minutes. Pour donner un peu l'idée de ce que ça peut faire. Et là, c'est que des tâches humaines. Donc c'était bon. On a un gagnant parmi nous. Et voilà. Voilà pour moi. Merci à tous. Je crois qu'il nous reste un peu de temps si vous avez des questions. Ouais. Je voulais d'abord savoir. Bravo, c'est une belle surprise et belle découverte aujourd'hui pour moi. Je voulais d'abord savoir la politique tarifaire. Et c'est des bonnes questions. Premièrement, et deuxièmement, est-ce que vous comptez faire du crowdsourcing? J'ai oublié une application que j'avais déjà testée, c'était pour le travail il y a 7 ans en fait. Et en fait, on pourrait contribuer, genre on a une petite application qu'on pourrait inventer et la mettre sur votre store que les autres peuvent bénéficier. Ouais, est-ce qu'il y a ça? Alors, ce qui est marrant, c'est, je ne sais pas si vous m'entendez, en fait, on est peu nombreux, donc peut-être vous m'entendez comme ça. Ce que je disais, c'est qu'il y a du crowdsourcing à 2 endroits. D'abord, il y a du crowdsourcing sur les gens qui font les tâches. Quand c'est des tâches humaines, donc vous voyez, hein, on a plusieurs types de tâches. On a des tâches qui sont réalisées par des humains en crowdsourcing, donc on va paralléliser les traitements, et on a des tâches qui sont faites par l'IA, etc. Donc ça, c'est déjà en place. Mais effectivement, la suite du business model, ça serait de se dire, ce store-là, aujourd'hui, il est plugué au Crédit Agricole. Peut-être qu'il y a un partenaire qui voudrait créer une app sur notre store que les collaborateurs du Crédit Agricole peuvent utiliser et on trouve une forme de rémunération là-dessus. Et là, on pourrait crowdsourcer des apps. Mais déjà aujourd'hui, on intègre des services tiers. Déjà aujourd'hui, on a des partenaires start-up qu'on intègre au sein d'apps. Sur la politique tarifaire, on est un SaaS. Du coup, vous contractualisez avec un nombre de crédits par mois. Et vous pouvez utiliser autant d'apps que vous voulez, et il y a autant de collaborateurs que vous voulez qui peuvent les utiliser. Sur une période de test, si on est pauvre. Si on est pauvre pour une période de test, vous vous inscrivez, il y a 10 000 crédits offerts. Ouais. Par exemple, pour faire tout ça, il faudrait combien de crédits et ce qui représentait combien? Ça représente Un an de travail. Un an de travail, ça représente à peu près chez nous entre 10 et 15 000 euros. Ça, c'est parce que c'est fait du travail humain. Si par contre, c'était un humain qui le faisait alors que ça peut être automatisé, évidemment, ce sera beaucoup moins cher. Par exemple, on voyait chez un de nos clients, ils avaient des PDF sur lesquels il y avait des tableaux et ils les ressaisissaient à la main. Du coup, là, ils passent par une app d'intelligence artificielle qui va convertir un PDF en Excel. Forcément, ça leur coûte beaucoup moins cher. Et donc, l'économie, elle est encore plus grande à ce niveau-là, puisqu'ils enlèvent un ETP humain pour le faire et ils dépensent quelques centimes à chaque image. Ouais. Bonsoir. Moi, ma question, vous avez parlé tout à l'heure d'applications Google. Quelle est la compatibilité du coup de ces applications Google avec une PGSASI qui serait un petit peu sévère et qui dirait par exemple pas de Google? Est-ce qu'on pourrait être client chez vous dans ce genre de cadre, dans ce cadre-là par exemple? En fait, pour nos clients, eux, ils voient que Wirk. Eux, ils voient pas de Google. Et l'avantage, il y a 2 avantages en fait. Le premier, c'est que quelque part, on est le point d'entrée pour le client. Et du coup, Google ne sait pas si nos datas elles viennent du Crédit Agricole, de chez AXA, de chez Safran. Donc déjà, ça lui fait une forme d'anonymat à notre client qui va plutôt bien aimer, même s'il a des règles de sécurité, pour ne pas utiliser le service Google. Oui, mais si par exemple, je vous demande de faire de l'OCR sur des... je sais pas moi, sur des données personnelles de nos utilisateurs, si ça part chez Google, je ne vais pas être très en confiance. Ouais. Voilà. Donc là, de toute façon, nous, on est transparent. Quand on contractualise on donne la liste des prestataires pour chacune des apps.
Alors évidemment, il y a des apps d'IA où c'est chez nous directement, on a développé des algos, etc. Mais lorsque c'est des partenaires, on s'assure qu'ils sont RGPD compliant, etc. Bon, ce qu'est Google d'ailleurs, hein, mais sinon, le store peut être fait sur mesure et on peut supprimer une app ou la troquer pour un client avec un autre fournisseur d'OCR. Merci. Avec plaisir. Il y a une Autre autre question question? Non? Super. Bah, merci pour tout et merci pour...